Aujourd'hui, 22 avril 2022, c'est la journée mondiale donc, de la terre. L'occasion pour nous de rendre hommage à tous ces agriculteurs, ces cultivateurs, ces producteurs qui travaillent justement à la terre. Donc, bonjour à tous vous. Et puis, occasion pour nous aussi de rendre hommage à tous ceux qui protègent donc cette terre. Faites très attention, nous devrons justement la protéger pour pouvoir mieux vivre. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être à nouveau avec vous pour le dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour le Faso. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui le ministre en charge des affaires religieuses et coutumières. Il s'agit de M. Issaka Souwema que nous allons retrouver dans la rubrique invité du jour. Et bien sûr, c'est vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo. Il nous parle aujourd'hui donc de la circulation, notamment donc de la circulation des bandes cyclables, donc la circulation de ceux qui roulent tout simplement à vélo. Ça sera dans la rubrique sécurité routière. Nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau et en fin d'émission, Honoré Onadja sera au rendez-vous pour les rendez-vous de ce week-end. Merci de nous renouveler votre fidélité et nous partons tout de suite et maintenant à la découverte du musée de l'eau pour commencer. Et cette semaine, depuis lundi, pratiquement, nous vous parlons du musée de l'eau. Le musée de l'eau, qui est l'œuvre donc de M. Alassane Samoura, il faut rappeler qu'il est sociologue de formation et il a eu l'idée de créer un musée qui a vu naissance notamment en 2005. Le musée est né en 2005 à Saba, dans un petit coin, selon lui, dans un petit espace, et ensuite s'est déporté à Lumbila, qui a fait quelque temps donc. Et ensuite, aujourd'hui, ce musée de l'eau se retrouve à Motili, dans le village de Kwada, à quelques trentaines de kilomètres donc de Ouagadougou. Et nous partons à la visite donc de ce musée de l'eau en ce mois d'avril. Vous le savez, mois d'avril rime notamment avec coupure d'eau, avec justement cette canicule-là, avec des coupures d'eau. Et nous avons décidé de rendre hommage à toutes ces personnes qui subissent cette corvée d'eau en ce mois d'avril. En partant bien sûr à la découverte du musée de l'eau de Motili maintenant, musée de l'eau dont le promoteur est M. Alassane Samoura. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à suivre M. Samoura qui est le promoteur de ce musée et qui nous parle aujourd'hui des difficultés qu'il rencontre avec ce musée. Difficultés financières, difficultés de visite suite justement à la crise sanitaire donc, et sécuritaire et surtout difficultés foncières parce qu'aujourd'hui, une partie de son musée, donc une partie de l'espace de son musée a été découpée puis revendue à des promoteurs immobiliers. Suivons justement M. Samouraï qui relate aujourd'hui les difficultés qu'il rencontre avec le musée de l'eau. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif,
j'allais dire, avec des papiers qui ne sciaient pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper de l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va d'être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, à plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique. Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je ne sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse voilà, rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire voilà, des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Alassane Tamoura, promoteur du musée de l'eau. Un musée qui rencontre des difficultés aujourd'hui, il faut être conscient que ce musée est un patrimoine du Burkina. Ce n'est pas seulement le musée associatif ou privé qui appartient donc à un groupe d'individus. Aujourd'hui, ce musée appartient à tout le Burkina Faso et ça fait partie de nos sites touristiques. Tout simplement, c'est l'occasion encore d'interpeller les autorités. Pourquoi pas donc le ministère de la Culture à accompagner plus M. Samoura qui rencontre des difficultés aujourd'hui pour l'entretien de ce musée de l'eau. Pour la suite de cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale et c'est à travers la revue de presse.
Et il est de retour parmi nous. Il s'agit notamment du directeur de l'information de Savane Média, El Hadj Soumaïla Rabo, que nous retrouvons aujourd'hui pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci à vous beaucoup. d'être là. Merci. Alors, aujourd'hui, nous faisons le tour des différents quotidiens pour découvrir la une des différents journaux. C'est ça, je commence avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, on lit ce vendredi travaux de réhabilitation du stade du 4 août, plus de 14 milliards de francs CFA mobilisés. Conférence sur l'arbitrage en football, nous espérons que cela va contribuer à réduire les protestations et les contestations selon Modeste Drissa Sissouma, deuxième président de la CCA de la FBF. Construction de l'aéroport de Doncin, le taux d'exécution estimé à 50%. Et puis projet Écomédia 2021 de la CCIBF, entendez la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Classé premier en presse écrite, le pays obtient 5 millions de francs CFA. Mise en place des groupes parlementaires à l'ALT, à l'Assemblée législative de transition, le sévère réquisitoire de Maître Guy Hervé Cam. Dialogue avec les groupes armés, il faut savoir prudence, garder. Actu Foot et Guinée, Kaba Diawara, encore nommé sélectionneur. Et puis, dans Populi, pour terminer, on peut lire ce matin, lutte contre le cancer du col de l'utérus, le vaccin désormais disponible au Burkina. L'observateur Palga à présent, aéroport de Doncin, le chantier ne décolle vraiment pas. Alors qu'il doit accueillir des avions qui vont décoller, après pratiquement 10 ans, ça ne décolle pas, à peine 50%. Une lettre pour l'ail indique aujourd'hui Guengéré et autres ont fait appel. Il s'agit d'appel dans le procès Thomas Sankara qui a connu son verdict il y a quelques jours. Sale temps pour les Gabelous. Et puis, des géologues de Wagner au Burkina, point d'interrogation. C'est une question. Reprise pèlerinage catholique, les lieux saints vous ouvrent de nouveau leurs portes. On peut lire aussi à la une de l'Observateur Palga ce matin, élève, professeur agrégé de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire. Les stagiaires tirent la sonnette d'alarme. Réflexion du stade du 4 août, la fin des travaux n'est pas pour demain. Crise sécuritaire et sanitaire au Burkina, les scientifiques à la recherche de pistes de sortie. Raïmo FC en D1, nous privilégions l'intérêt du joueur à celui de l'équipe. Ce sont les propos de Raïmo Ouedraogo, manager général de Raïmo FC. Réhabilitation du stade du 4 août, à la une aussi du quotidien. À la une du journal Le Quotidien, réhabilitation du stade du 4 août, fin des travaux le 28 septembre 2022. Formation dans les écoles professionnelles des élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, toujours en attente de leur rentrée. Sibouré Ginko, inspecteur du cadastre à propos du foncier au Burkina, un promoteur immobilier qui ne dispose pas d'une autorisation de lotir et d'un titre foncier principal, ne peut pas obtenir des titres fonciers pour ses clients. Dans la rubrique digne d'intérêt du journal Le Quotidien, Piscila, un véhicule enlevé par des groupes armés à Wanobia. Trafic de carburant, 7 hommes détenus déposés à la Mako. Bobo, plus de 100 tricycles mis en fourrière par la police municipale. Et puis Gorom Gorom, une marche des populations pour réclamer de meilleures conditions de vie. Nous terminons avec le journal aujourd'hui au Faso, conduite de la transition. Le président du Faso échange avec le corps diplomatique. On lit aussi dans News du VSD, exportation de carburant, la police, la douane et la gendarmerie invités à sévir. Des hommes de Wagner aperçus au Burkina. Et puis les BMA aux trousses de 4 Bongo Junior. Réhabilitation du stade du 4 août. Plus de 14 milliards de francs CFA pour faire peau neuve d'ici à septembre. Grand oral de Shogel Maïga. Chronogramme de la transition, 24 mois. Pèlerinage catholique, le voyage spirituel rouvre ses portes. Et nous terminons avec ce titre à la une de Aujourd'hui au Faso, région du Sahel, Guibo, ravitaillé en marchandises par l'armée.
Merci bien. Et là, je retourne sur quelques sujets. Le premier, nous nous intéressons à la santé. C'est une nouvelle qui va certainement soulager La beaucoup de bonne femmes, hein. nouvelle, selon le professeur Charlemagne Ouedraogo, C'est ils ça. sont nombreux les Burkinabés qui ont appris la nouvelle à travers l'ancien ministre, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Mais en fait, hier, avant qu'il n'évoque le sujet, le ministère de la Santé, à travers son secrétaire général, était en conclave avec les spécialistes de la santé, justement pour parler de la disponibilisation dans tout le Burkina Faso et dans la vaccination de routine du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le professeur Charlemagne Ouedraogo, quand il en a parlé un peu plus tard, comme il est gynécologue obstétricien, très engagé dans son travail, il est toujours vraiment alerte et proactif dans l'information sur ce qui concerne la santé de la femme surtout. Et donc, il a donné la bonne information aux autres et il a parlé de victoire parce que jusqu'à présent, pour aider les femmes à faire face au cancer du col de l'utérus, qui est l'un des cancers qui fatigue beaucoup les femmes, en particulier chez nous. Il fallait procéder par le dépistage. Donc faire des dépistages assez réguliers et précoces pour éviter qu'il y ait des lésions précancéreuses et qui vont se développer ensuite sous forme de cancer du col de l'utérus. Avec ce vaccin-là, les fillettes à partir de 9 ans jusqu'à 14 ans, donc les adolescentes, mais c'est dans cette marge-là, okay. C'est pas avant, ce n'est pas après, pourront faire le vaccin et puis être protégées à vie contre le cancer du col de l'utérus. C'est vraiment une avancée et une victoire pour le Burkina Faso qui rend le vaccin là disponible et pratiquement partout. Et j'ai entendu le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Wilfried Ouedraogo, dit que ça va se faire vraiment de façon sous forme de campagne. Les premiers moments là dans les écoles, dans les lieux publics où on peut trouver justement les filles de 9 à 14 ans là pour avoir le maximum de filles vaccinées pour les protéger contre le cancer du col de l'utérus. Maintenant, pour celles qui sont plus âgées, il va falloir continuer les dépistages réguliers pour prévenir la maladie. Et pour celles qui sont plus petites, il faut attendre 9 ans. Voilà, pour faire le vaccin. Mais à partir du moment où ça entre dans la vaccination de routine, c'est vraiment quelque chose de déjà gagné parce qu'il n'y a plus d'inquiétude pour les plus petites, voilà, qui pourront grandir tranquillement en évitant ce cancer-là. Parce que le cancer du col de l'utérus et avec le cancer du sein, les cancers qui sont les plus virulents contre les femmes, et avec le cancer de la prostate chez les hommes, quoi. Ce sont les cancers les plus fréquents. Voilà, il y a d'autres cancers du foie, des poumons, de tous les organes pratiquement du corps, voilà, mais qui ne sont pas aussi fréquents et vécus chez nous, comme ces 3 cancers-là de la prostate, du col de l'utérus et puis du sein. Parlons maintenant politique. À l'Assemblée législative de la transition, on parle maintenant de la formation des différentes commissions ou du bureau. Ça n'a pas été facile en tout cas. Oui, ça n'a pas été facile. Quand nos reporters y étaient hier, ça a pris toute la journée. Et il y a des reporters qui sont même partis avant la fin. Parce que jusqu'au soir, à 17h, 18h, il y avait le bureau qui était formé. Il y avait les groupes parlementaires, mais il y avait aussi les commissions générales qu'il fallait mettre en place avec toujours un président et puis un bureau, quelque chose comme ça, c'est-à-dire une organisation interne à chaque entité pour que les députés sachent comment ils vont désormais travailler quoi, de façon ordonnée. Mais ça fait du bruit quand même. Hein. Donc à l'intérieur de l'hémicycle, il y a eu du bruit, mais à l'extérieur aussi, un acteur politique bien connu, Maître Guy Hervé Cam, a écrit là-dessus, le journal Le Pays publie sa tribune là ce matin pour critiquer la manière dont l'Assemblée législative de transition organise les choses. À l'image des assemblées nationales traditionnelles, à l'image du Conseil national de la transition, le CNT de 2014-2015, alors que pour lui, pour plusieurs raisons, l'organisation devait être tout autre, pour surtout permettre d'économiser de l'argent, mais je vais reparler de ça. En attendant, on avait déjà élu le président Abaka Tourini depuis plusieurs semaines et maintenant, il s'agissait hier de désigner le vice-président.
de l'Assemblée législative de transition. Ça a été fait. Il y en a 4. Les 4 là, ce sont des vice-présidents hiérarchisés. Vous vous souviendrez que la dernière législature qui a été interrompue de Bala Sakandé là avait décidé de ne pas hiérarchiser les vice-présidents. Donc il y avait 4 vice-présidents, mais il n'y avait pas de premier, deuxième, troisième, quatrième. C'était pour que les vice-présidents se valent quoi, dans l'ordre protocolaire. Et ça permettait au président de déléguer son pouvoir et de travailler avec les vice-présidents comme il l'entendait. Parce que quand il y a un premier, deuxième, troisième, quatrième, ça veut dire que c'est hiérarchisé. C'est le premier qui vient d'abord, le deuxième vient ensuite, le troisième vient après, et puis le quatrième, voilà. Ça veut dire que s'il y a des responsabilités, s'il y a des pouvoirs, s'il y a des avantages, c'est hiérarchisé aussi. Voilà. Donc, c'est à la relecture du règlement de l'Assemblée que les députés, qui sont là actuellement, les 71, ont pris la décision de réhiérarchiser les vice-présidents. Donc, le premier vice-président, c'est Dominique Zouré. Il a été élu avec 66 voix. C'est un militaire. Okay. Oui, il y a un mois et demi, les gens disaient même qu'il était pressenti pour être président de l'Assemblée législative de transition. Mais finalement, c'est Abouaka Touéné qui a été élu. Le deuxième vice-président, c'est une deuxième vice-présidente. Junielle Dambélé Sanou, elle a été élue avec 64 voix. Le journal Le Pays en parle ce matin. Troisième vice-président, Valentin Yamkoudougou, élu au second tour avec 50 voix. Et puis, quatrième vice-président, Abdoulaye Soma, élu avec 36 voix. Oui. Voilà. Donc, vous aurez remarqué, en fait, les vice-présidents, premier, deuxième, ce sont des gens qui viennent du quota du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le troisième, il vient des OSC. Il est du mouvement Sauvons le Burkina Faso que vous avez reçu plus d'une fois sur votre plateau. Et puis le quatrième, le professeur Abdoulaye Soma, il vient des partis politiques. Voilà. De l'ONA. Voilà, de l'ex-ONA, il vient de l'ex-ONA. Vous savez que les partis politiques ont jusqu'à 8 députés. Voilà, donc les 8 là sont ensemble. Et puis ils ont eu un vice-président, c'est le quatrième. Et là aussi, ça n'a pas été facile. Hein. Il paraît qu'ils étaient nombreux à vouloir être président, vice-président, et donc quatrième vice-président. Il y avait en particulier les députés Sanogo qui voulaient aussi être quatrième vice-président, mais finalement Abdoulaye Soma a eu plus de voix que lui. Il y a les secrétaires parlementaires qui ont été aussi élus. Premier secrétaire parlementaire, Missia William Sosten Sanou. Deuxième secrétaire parlementaire, Seydou Kwanda. Troisième secrétaire parlementaire, Barnabé Sorgo. Quatrième secrétaire parlementaire, Lassina Ouedraogo. Et puis les questeurs, premier questeur Frédéric Ouedraogo, deuxième questeur Anne-Marie Joseph Traoré Ilboudo. Voilà. Ça c'est au niveau du bureau de l'Assemblée législative de transition. Ensuite il y a les commissions générales, il y en a 5. Le président de la commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, Ousmane Bougouma. Le président de la commission des finances et du budget, Yves Kafando. Le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, Oumarou Sawadogo. La présidente de la commission genre santé, action sociale et humanitaire, Edwige Yamero Sankara. Et puis président de la commission de développement économique et durable, Moussa Kone. Voilà. Et ensuite pour les groupes parlementaires, jusqu'à hier soir encore, ils étaient toujours là-dessus pour s'organiser en conséquence. Pour mettre Guy Hervé Kam, la tribune dont je parlais là, pour mettre Guy Hervé Kam, le fait que l'Assemblée législative de transition veuille mettre en place ou décide de mettre en place des groupes parlementaires, c'est-à-dire des entités, des petits groupes de députés qui vont travailler ensemble et qui vont prendre des positions publiques ensemble, pratiquement dire comment ils vont voter ensemble là. Pour lui, ce n'est pas cohérent parce que ce n'est pas des gens qui sont venus avec des blocs d'idées. Ils ne sont pas venus sur la base d'idées communes. Alors que quand on a des assemblées nationales traditionnelles, si vous arrivez en tant que député UPC, vous êtes venu avec la ligne UPC de votre parti à l'Assemblée. Et donc ça vous permet d'être ensemble pour travailler. Parce que vous défendez déjà une politique de l'UPC qu'on connaît. Si vous êtes le groupe ADF, RDA ou CDP, on sait que votre parti défend déjà une façon de développer le Burkina Faso que les gens connaissent. Alors que si vous êtes des OSC venus comme ça, bon, pour lui, peut-être que vous ne partagez même pas les mêmes idées. Ou si le président du Faso vous a désigné, vous êtes 21. Bon, c'est pas sûr, même s'il vous a désigné, que vous pensez les choses de la même façon. Manière. Voilà. Donc, pour lui, cette façon de mettre les groupes parlementaires en place là est incohérente. Il a évoqué aussi le fait qu'il y ait jusqu'à 4 vice-présidents. Pour lui, c'est beaucoup.
c'est comme les assemblées passées. Alors que les assemblées passées étaient à 127 députés. Ceux-là sont à 71. Donc pour lui, il fallait regarder le nombre global des députés pour limiter le nombre de vice-présidents. Voilà, parce que s'il y a trop de vice-présidents, peut-être qu'ils n'auront pas beaucoup de choses à faire, alors qu'ils ont des avantages. Quand vous êtes vice-président, bon, il y a du carburant, il y a le véhicule, il y a d'autres avantages. En dehors d'être député, d'avoir des indemnités de session et des émoluments, vous avez d'autres avantages. Donc, mettre Guy Hervé comme ça aurait permis aussi d'économiser un peu plus d'argent. Et donc, ce sont ces critiques-là qu'il fait dans la tribune là que les gens peuvent lire dans le journal Le Pays ce matin. Oui. On passe au troisième sujet, toujours en politique, et là on parle de cette rumeur sur le ministre de la Défense. Oui, il faut qu'on en parle, même si les journaux n'ont pas évoqué, parce que c'est un peu tard que le gouvernement a fait la mise au point pour dire que c'est totalement faux. La rumeur qui courait jusqu'à hier soir, tendant à dire que le ministre d'État en charge de la défense nationale et des anciens combattants, le général Aimé Barthélemy Semporé, a été arrêté. C'était vraiment curieux, on se demandait vraiment pourquoi, jusqu'à ce que le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, tire les choses au clair et dise que c'est totalement faux et que les gens qui ont monté en épingle cette fausse information-là pourraient être poursuivis. Et ce qui est dommage, c'est que le gouvernement dit qu'il y a des médias qui ont repris. C'est ça. Bon, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas exactement quels médias, mais habituellement, les médias sérieux là, font attention à des choses comme ça, il faut quand même les vérifier. Bon, s'il y a une enquête qui est ouverte et que on trouve les responsables, je crois que ça va être une très bonne chose. Parce que les gens font un peu n'importe quoi. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, c'était le carburant. Le carburant. Oui. On se demande parfois si ce n'est pas des vendeurs de carburant en bouteille là, qui veulent faire de bonnes affaires, qui lancent des choses comme ça. Je ne dis pas que ce sont eux. Hein. Voilà. Mais heureusement que nous avons appliqué la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et en investigation et serait même sur de bonnes pistes pour trouver la personne qui a lancé la rumeur sur le carburant. Parce qu'à cette allure-là, on ne pourra pas vivre tranquillement. Déjà que nous sommes déjà martyrisés par le terrorisme, la famine, hein, comme on peut l'appeler, si les gens ajoutent le stress de la désinformation, et de la désintoxication, on ne va pas s'en sortir. Je crois qu'on est déjà assez stressé comme ça pour ne pas en rajouter. Voilà. Maintenant, comme les gens ont pris des habitudes, ils pensent que la démocratie, c'est la pagaille. Bon, et comme ils n'ont pas pendant longtemps été sanctionnés pour de telles infractions, bon, les gens pensent que tout est permis. Il faut mettre de l'ordre. C'est ça. Et pour terminer, est-ce que nos étalons pourront jouer à domicile en juin prochain? Est-ce que moi je peux répondre à cette question? Le directeur de cabinet du ministre des Sports, Herman Yabré, a été optimiste hier. Il a accompagné les journalistes pour regarder le niveau d'avancement des travaux du stade du 4 août. Les travaux qui ont commencé il y a déjà pratiquement un an et qui doivent s'achever en septembre, normalement. Lui, il a été optimiste en disant que de maintenant à juin, le niveau d'avancement des travaux qui est actuellement à 50% pourrait être tel que la CAF pourrait nous autoriser à jouer les matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 là. Même si tous les travaux ne sont pas achevés, au moins la pelouse, les tribunes, en tout cas ce qui est essentiel, les vestiaires, les bureaux, ce qui est essentiel pour qu'on joue un match là. Si ça c'est fini, on peut être autorisé à jouer nos matchs là d'après juin là, là-bas, quitte à ce que l'entreprise termine en juin et septembre totalement les travaux. Et le chef de chantier expliquait que, en tout cas, ils vont finir l'essentiel, ce qu'ils appellent le gros œuvre, et il va rester, vous savez, le stade du 4 août de 35 000 places là, c'était des gradins, c'est-à-dire c'est sur le béton là qu'on s'assied là, bon, qu'on s'assoit. C'est sur le béton qu'on s'assoit et ça fatigue un peu, hein. Ça fatigue un peu. Les normes FIFA, CAF aujourd'hui là, ce sont des sièges, c'est-à-dire on vient mettre des chaises là, voilà, et puis numéroter. Comme ça, on connaît le nombre de personnes qui sont dans le stade, tout ça. C'est vraiment un stade moderne qu'on va sortir. Avec 14 milliards, c'est normal quand même. Donc, il dit que ces sièges ont été commandés et ça va venir par lot. Et donc, ça, c'est vers, je crois, août-septembre
qui vont pouvoir mettre les derniers sièges là. Mais ça n'empêche pas de jouer un match, puisque les joueurs là ne jouent pas dans les gradins. Ils jouent sur la pelouse. Et sur la pelouse, il y a eu une discussion avec les journalistes. Je crois qu'il y a des journalistes qui disaient, est-ce que vous n'allez pas décaper la pelouse, enlever le gazon là, et puis remettre un truc plus joli, quoi. Bon, il paraît que l'entreprise est plutôt pour qu'on garde le gazon qui est là depuis pratiquement plus de 30 ans. Parce que c'est un gazon assez solide qui est bien entretenu. Et donc, normalement, si l'entreprise ne va pas plus vite que prévu, en septembre, on aura le stade du 4 août. Si l'entreprise va plus vite que prévu, on aura le stade du 4 août avant. Voilà. Et on pourrait jouer certains matchs éliminatoires de Côte d'Ivoire 2023 là, dans notre stade du 4 août, qui coûte quand même 14 milliards, c'est pas peu, dans un contexte où il y a une crise humanitaire comme ça, une crise sécuritaire, une crise sanitaire. Bon, si notre pays sort 14 milliards pour le stade du 4 août, c'est pas mal, mais il faut sortir autant aussi pour gérer les affaires sociales là, parce que ça c'est vital. Je crois qu'on va savoir faire l'équilibre pour ne pas courir derrière le ballon pendant que nos parents meurent de faim, quoi. Merci bien, Elad. Merci à vous. Nous poursuivons avec l'émission du jour et comme annoncé, le ministre en charge des affaires religieuses et coutumières est notre invité de ce jour, et on revient. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Issaka Sowerma. Rappelons qu'il est le ministre en charge des affaires religieuses et coutumières de l'actuel gouvernement. Bonjour à vous, Monsieur le ministre. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir encore une fois. Alors, comment on se sent en tant que nouveau ministre? Je ne sais pas si je peux trouver les mots exacts pour effectivement décrire mes sentiments, parce qu'il y a, comme les psychologues le disent, parfois des situations dans lesquelles vous vivez et que, en dépit de votre culture, bon, qui peut être relativement importante, alors vous cherchez à la limite vainement, ou en tout cas difficilement les mots, pour décrire ce que vous ressentez. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ça me donne l'occasion de comprendre un certain nombre de difficultés dont je n'avais pas nécessairement conscience quand je voyais les autres, par exemple le gouvernement. Alors, pour être de toute façon concret, vous savez que les moyens de notre État sont limités et les défis sont très nombreux. Et quand vous êtes membre du gouvernement, c'est là que vous en rendez vraiment compte. Et là, c'est assez difficile. L'autre aspect, ce sont les attentes de nos compatriotes. Alors, des attentes tout à fait légitimes, et tout à fait compréhensibles. Malheureusement, quand vous mettez ça en rapport avec les moyens dont on dispose, on se rend compte que parfois, il est plus facile de ne pas de critiquer parce qu'on n'est pas dans ce milieu-là, bon, que d'apprécier. Cela ne signifie pas que il faut dire que il faut ne pas reconnaître aux citoyens le droit de dire en fait ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire. Pourquoi? C'est un droit. Et puis, ils peuvent se tromper. Alors, c'est à ceux qui, en réalité, sont au gouvernail d'apporter la preuve du contraire. Et ils peuvent aussi être de mauvaise foi. Il y en a dans le lot. Mais ça, ce n'est pas un problème. Les actions concrètes, si elles portent fruit, naturellement, vont faire que ceux qui sont de mauvaise foi, soit ils vont se rendre à l'évidence, soit leur voix va être peu audible. Mais en tous les cas, ils ont leur place dans la société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre regard a changé vis-à-vis de la gouvernance parce que quand nous recevions, notamment en janvier dernier, Naba Boualga sur ce plateau, c'est-à-dire vous-même, ce n'est pas le même regard que vous avez aujourd'hui en tant que ministre? Non, c'est le même regard, à la seule différence que aujourd'hui, il est plus affiné. Alors, il est plus profond. Parce que, de toute façon, ce que je dis, tout le monde le sait. Hein, quand je dis que les moyens de l'État sont limités, eh bien, tout le monde le sait. Hein. Alors, mais quand je dis que, en rapport avec les défis qui sont les nôtres, alors là, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, on maîtrise beaucoup plus, on comprend beaucoup plus la réalité que quand, effectivement, on n'était pas
en réalité au gouvernement. Donc, ça veut dire, et de toute façon, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et puis son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous l'ont fait comprendre. Ils nous ont dit, vous, on vous a appelé au gouvernement, restez tel que vous êtes. Il y a peut-être la forme qu'il faut revoir, mais on vous a appelé pour ce que vous êtes. Donc, si vous voulez changer d'une manière ou d'une autre, alors si ce changement doit se révéler contre-productif pour le travail que nous faisons, bon, ce n'est pas la peine. Donc, croyez en ce que vous faites, prenez des initiatives comme vous le faisiez quand vous n'étiez pas au gouvernement, parce que c'est ça qui vous a révélé et c'est pour ça qu'on vous a appelé. Mais c'est quand même un nouveau ministère, il faut le rappeler. Ça veut dire qu'il y a certainement beaucoup de choses à faire au sein de ce ministère. Oui, c'est un nouveau ministère, mais son histoire, en fait, est lointaine, est vieille, j'allais dire. Parce que c'est en 2012, lors du Forum national sur la laïcité qui s'est tenu à Ouaga, que les participants ont estimé qu'il était nécessaire de créer en fait un portefeuille ministériel exclusivement consacré aux affaires religieuses et coutumières, également de créer ce que on appelle aujourd'hui l'ONAFAR, l'Observatoire national des faits religieux, bon, et puis ensuite d'institutionnaliser par exemple le forum en question. Alors donc maintenant, le mérite en 2012, c'est que le forum s'est tenu. Le mérite en 2015, c'est que l'ONAFAR a été créé. Et le mérite aujourd'hui, c'est que le ministère a été créé. Et comme on le dit en Morée, eh bien, l'essentiel, c'est que le taux finisse par nous être donné, peu importe la durée. On peut regretter que ce soit maintenant, mais le temps des sociétés, c'est pas le temps des médias. C'est pas aussi rapide. Donc, dans les sociétés ont une dynamique propre à elles-mêmes. Bon, et on peut être impatient, c'est compréhensible, mais il faut comprendre qu'il y a ce que l'on veut et il y a ce que l'on peut. Alors donc, aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de défis, et plus qu'hier d'ailleurs. Et naturellement, ces défis sont liés aux chefferies traditionnelles et coutumières. Ces défis sont liés aux questions religieuses, à la perception qu'on peut avoir de la réalité, de la laïcité, et de comment faire pour que, tout en étant dans nos foi respectives, tout en appartenant à des communautés socio-ethniques tout à fait spécifiques, quels sont les dénominateurs communs que nous pouvons en réalité extraire de nos spécificités pour nous mettre ensemble et regarder dans la même direction en renforçant l'État et en construisant en fait l'État-nation qui doit être notre objectif ultime. Alors donc, et tout ça, c'est des activités qu'il faut mener. Alors je profite en tout cas à dire que nous sommes là et on est vraiment écoutés. Les premières autorités sont à notre écoute. Et déjà, on n'avait pas de ressources financières, on n'avait pas de ressources humaines, ni de patrimoine. Alors, on vient de nous allouer un certain montant pour les dépenses urgentes, et ça, il faut le dire. Alors, il faut également dire que dans le processus de la conception du budget, en tout cas, tout le monde est attentif, les premières autorités, le ministère des Finances et tous ceux qui sont impliqués dans l'élaboration du budget. Donc, je me dis que en réalité, c'est des difficultés passagères et le reste là, ce sera à nous de démontrer que on a mérité la confiance des premières autorités et puis voilà tout quoi. Comme vous avez cité les choses qui vous ont été allouées, je suis tentée de vous demander où est-ce que vous travaillez, parce qu'on sait que vous n'aviez pas un siège du ministère quand on vous a installé. C'est vrai que pour la petite anecdote, quand j'ai été installé, c'était à la présidence du Faso. Oui. Nombre de personnes et d'institutions pensaient que bon, j'étais peut-être à la gauche de Dieu. Alors, donc, le ministre d'État, Boli Hiro, était à droite. Mais en réalité, ce sont les locaux de l'ex-Matede que j'occupe le cabinet du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Alors, en face du Trésor public et juste à côté de la RTB Télévision. Et puisque, en réalité, il y a la direction générale des libertés publiques et des affaires politiques contient en son sein une direction, la direction des affaires coutumières et de culte,
c'est en réalité l'embryon, si on peut l'appeler ainsi, du ministère. Alors donc, et aujourd'hui, la DGELPAP, bien que nous ne soyons pas liés à travers un acte, puisque de toute façon, pour l'instant, le cabinet se résume à moi, pour ne pas dire que le ministère se résume à moi. Vous n'avez pas de personnel d'abord parce que justement, on a vu que dans les communications, les sorties que vous faites, on vous a vu régulièrement donc au niveau des médias. Ça veut dire que derrière, vous n'avez pas encore une équipe qui vous accompagne dans la communication notamment? Oui, bon, je regrette parce que j'ai fait l'objet, j'allais dire, d'une surexposition médiatique. Et comme vous le savez, l'excès de communication tue la communication. Je rappelle que vous êtes journaliste de formation. D'accord, mais je ne pouvais pas faire autrement parce qu'avec les journées nationales de prière, alors de deux choses l'une, où je vais moi-même. Et puis, bon, si je commets des erreurs, c'est sur moi qu'on tape et c'est légitime puisque c'est moi qui ai été nommé. Soit j'envoie des gens qui, en réalité, ne sont pas liés à moi avec par un acte juridique. Ils prennent des risques s'ils se trompent. Alors, on pourrait en faire des victimes innocentes puisque rien ne nous lie. Alors, donc, heureusement, comme vous le constatez, comme vous avez pu le constater, le dernier conseil des ministres a nommé donc une secrétaire générale, alors qui est là avec moi. Bon, on espère que les semaines à venir, alors les personnes qui vont être proposées ou qui sont proposées à la nomination, mais voilà, ces nominations seront acceptées, bon, et qu'on va constituer en fait l'équipe. Mais ça, ce n'est pas du fait de nos premiers responsables, mais c'est certainement du mien, puisqu'il faut faire le casting, et le casting, parfois, ça prend du temps. Alors, et donc, et comme on est aussi des humains, on peut commettre des erreurs dans le choix. Bon, et puis, si on vous éclaire, bon, eh bien, vous révisitez vos choix, et puis vous essayez de trouver d'autres personnes. Alors, c'est un contexte quand même compliqué, un contexte, nous sommes dans un contexte d'insécurité. Est-ce que vous pensiez que la création d'un tel ministère était nécessaire, surtout dans ce contexte actuel? Même si le contexte n'avait pas été celui-là, bon, on aurait pu ou on aurait dû le faire avant. Quand je dis ça, je ne fais pas le procès de ceux qui nous ont précédés, parce qu'à leur place, peut-être que on n'aurait pas non plus créé ça, hein. Mais je dis avec le regard, avec le recul, qu'il aurait été préférable de le créer plus tôt, parce que pour anticiper sur ce qui est en train de se passer, ça aurait pu être une solution en termes de prévention. Or, aujourd'hui, il faut d'une part faire de la prévention, bon, là où les problèmes, les défis ne sont pas encore très profonds, et en même temps, il faut procéder au traitement, il faut appliquer de la thérapie. Donc quand on veut faire les deux, naturellement c'est beaucoup plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Donc aujourd'hui, naturellement, ce travail-là se fait et parallèlement, on a un programme d'activité qui va être certainement adopté avec des aménagements. Donc au regard, par exemple, de ceci, on se rend compte, parce que déjà nous connaissons, on est impliqué dans la recherche de solutions curatives et préventives pour ce qui concerne les conflits intrareligieux ou interreligieux, alors intercommunautaires ou intracommunautaires. Alors donc de ce point de vue-là, on s'aperçoit que les questions par exemple de sécurité sont importantes à un moment donné. Les questions d'administration du territoire sont également importantes, et sans oublier les questions de défense, la lutte armée contre l'extrémisme violent. Mais au-delà de ça, il y a une pièce du puzzle qui en réalité manquait, et c'est ce que le gouvernement, c'est ce que nos premiers responsables ont trouvé, et bon, ce que nous faisons est apprécié, alors même s'il y a des insuffisances que les uns et les autres travaillent en fait à corriger. Monsieur le ministre, quelles sont les missions que le Premier ministre vous a assignées au sein du ministère en charge des affaires religieuses et coutumières? Et là, il faut repartir dans le décret portant donc attribution des membres du gouvernement. Alors, et en ce qui, par exemple, me concerne, il s'agit de la mise en œuvre de la politique de l'État
du gouvernement en matière, par exemple, de questions religieuses et en matière de questions coutumières. Pour être concret, vous savez qu'aujourd'hui, les questions de laïcité et les questions, par exemple, de liberté religieuse, de pratique de culte posent problème. Alors, donc, comme ça pose problème, bon, eh bien, c'est pas adossé sur un texte législatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas une loi, par exemple, qui régit la pratique du culte, par exemple. Alors, donc, quand il n'y a pas de loi, évidemment, les gens, bon, de toute façon, la nature a horreur du vide. Hein. Bon, on l'occupe et puis c'est assez clair. Alors, donc, par exemple, cette loi-là vient pour réguler, c'est pas contre les cultes, mais c'est pour améliorer les choses de telle sorte que l'État puisse jouer son rôle régalien dans le domaine, par exemple, de la sécurité, dans le domaine du respect des lois, la liberté, etc., etc., et pour permettre également aux croyants de pouvoir pratiquer en fait leur religion. Alors, pour ce qui est de la chefferie traditionnelle et coutumière, vous apercevrez que il n'y a pas non plus un statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Résultat des courses, vous allez voir des doubles ou des triples intronisations. Alors, donc, et il n'y a pas un texte qui permette à l'État de pouvoir agir, puisque s'il n'y a pas de texte... Les conflits liés au pouvoir. Liés au pouvoir. Donc, vous avez deux responsables deux responsables coutumiers dans la même localité. Alors, les gens sont divisés. Et puis, si vous êtes à un certain niveau, ce que vous avez nommé également, chacun nomme en fait des gens qui lui sont proches, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec deux entités coutumières ou traditionnelles, alors qui finalement, au lieu d'aider, au lieu d'accompagner l'État dans la gouvernance de la société pour plus de liberté, pour plus d'épanouissement et pour plus de bien-être et de cohésion sociale, la solution devient le problème. Voilà. Maintenant, mais qu'en est-il justement de la présence des chefs coutumiers au sein des partis politiques? Bon, sur ce terrain, pour l'instant, comme il n'y a pas de texte de loi qui régit ça, il n'y a rien qui, dans le droit positif... Mais est-ce que justement, dans vos missions aussi, vous allez justement vous intéresser à cette question? Oui, c'est à l'ordre du jour, puisque de toute façon, avant, les chefs traditionnels et coutumiers avaient travaillé sur la loi. Idem pour justement les libertés religieuses. Par exemple, la loi portant les libertés religieuses a été examinée. Il y a eu un séminaire national à Koudougou, je crois en fin décembre ou en octobre ou en novembre 2021. Et ces textes-là, par exemple, sont plus ou moins arrivés à maturité. Il suffit de revoir en fait ces textes-là pour en fait les adapter au contexte actuel en rapport avec les premiers intéressés, mais dans le cadre du leadership de l'État, alors dans ce domaine. Donc, si dedans on convient qu'un chef traditionnel peut faire de la politique, il faut aussi en définir les conditions. Alors, si on dit qu'il ne peut pas faire de la politique, bon, en échange de quoi on peut lui dire de ne pas faire de la politique, parce qu'en réalité, peut-être que si moi-même je n'étais pas à cette position, je n'avais pas ce niveau d'instruction et puis les postes que j'ai occupés, mais je me serais lancé en politique parce que dans tous les cas, on a toujours besoin d'épanouissement social et économique personnel. Donc, les gens, c'est légitime que les gens y aillent. Maintenant, il faut savoir en échange, par exemple, de quoi. Je veux que par consensus, on décide, par exemple, de rémunérer notamment les chefs traditionnels en échange du fait qu'ils ne fassent pas la politique. Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'on peut rémunérer tous les chefs traditionnels? Bon, alors, c'est des réflexions qui sont à l'ordre du jour. Alors, donc, quelle est la catégorie de chefs traditionnels et coutumiers? Bon, alors, qui peuvent, par exemple, en échange de leur abstention vis-à-vis de la politique, bénéficier de rémunération ou d'indemnité, ou appelez ça comme vous voulez. Bon, ça, c'est des grandes questions, mais qui ne sont pas, mais dont les réponses, en réalité, peuvent être trouvées pour peu que, effectivement, on réfléchisse, parce qu'il y a des exemples dans la sous-région, Niger, Ghana, par exemple, même en Côte d'Ivoire, et le Togo, qui a commencé il n'y a pas longtemps, est en train de nous dévancer. Donc, je pense que c'est des réflexions qu'il faut mener. On va parler maintenant de ces journées de prière que le Burkina Faso a organisées. Notamment, il faut rappeler que c'est une décision du chef de l'État qui a été concrétisée, bien sûr. Quel bilan faites-vous de ces journées de prière? Bon, peut-être que je pense que ce n'est pas une décision du chef de l'État.
ou en tout cas si ça l'est, c'est qu'en amont, il y a eu des demandes qui ont été formulées par des citoyens ordinaires, entre guillemets, et pas des responsables, certains responsables religieux. Et annoncé par le président du Ouais, FASO tout à lors fait. de son adresse à la nation. Alors donc le bilan, je ne peux pas faire effectivement un bilan, mais je peux donner une idée de ce que voilà, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vu de façon empirique, quitte à ce que des enquêtes soient faites ou des sondages soient faits, bon, pour infirmer ou confirmer ce que je dis. Alors moi je pense que ça a été une réussite, bien que le délai fut court. Alors pour la réalisation, pourquoi ça a été une réussite? Les organisations fêtières et religieuses ont été ont accordé à cette initiative-là une attention toute particulière. Alors ça, c'est clair. Et on est d'accord là-dessus. Et parallèlement à ces journées de prière, il y a d'autres activités qui était organisée par la fêtière religieuse. Si vous prenez la rupture du jeûne chez le cardinal Philippe Ouédraogo, organisée par l'archevêché et par la Ligue islamique pour la paix au Burkina, qui a vu la participation des chefs traditionnels, et des musulmans, des catholiques, des évangéliques, alors, et des personnes déplacées. Ça, c'était même pas... c'était vraiment le bonus, quoi. Donc ça a été fait aussi l'an passé, mais cette année ça a pris une envergure toute particulière. Et il y a des religions qu'on ne sait pas, enfin d'autres religions. Si vous prenez le judaïsme, il y a des juifs au Burkina. Alors si vous prenez les bouddhistes, il y en a au Burkina. Les brahmanistes, les shintoïstes, il y en a. Donc ces communautés-là, alors, bien qu'elles ne soient pas démographiquement importantes, se sont également mobilisées alors, pour aller pour aller dans ce sens. Donc, voilà. Et puis, les médias nous ont été d'un très grand soutien. Il y a plus de 50 journalistes qui ont couvert les 3 journées. Alors, et en amont, il y a une bonne quinzaine de communicateurs alors qui nous ont, à travers des émissions, nous ont invités à des émissions, alors donc et qui ont participé effectivement à cela. Et quant aux médias, d'une manière générale, il y a une bonne vingtaine de médias qui ont contribué à donner une résonance nationale et internationale à l'événement. Donc, et quand on regarde la ferveur qui a marqué ces célébrations, à travers les bénédictions, à travers les doigts, etc., on peut dire que ça a été une bonne chose. Et la nature elle-même s'y est menée, puisque dans la nuit de vendredi à samedi, s'y est mêlée, pardon, puisque dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu une pluie bienfaisante. Bon, on dirait peut-être que les cartésiens diraient que c'est le hasard des choses. Bon, mais de toute façon, nous ne sommes pas dans le cartésianisme, nous sommes dans la foi. Et dans la foi, il y a des phénomènes naturels que nous interprétons. Et bien avant, vous avez fait une tournée au sein des confessions religieuses. Vous avez visité les responsables également. À ce niveau, quel bilan faites-vous? Alors, je pense que d'abord, les responsables religieux ont été contents alors, de la création du ministère. De toute façon, certains responsables religieux l'ont dit à haute et intelligible voix. Il n'y a qu'à vous référer au discours pascal de son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo. Vous verrez bien. Alors, et donc, il n'y a qu'à écouter ce que le président de la FAIB aussi a dit sur le sujet. Alors, et donc, et également les chefs traditionnels. Donc, je dis que ces démarches, que ces visites de courtoisie ont été en fait bien accueillis. Alors, et nous mettons un point d'honneur à être proches, n'est-ce pas, de ces communautés-là, parce que si vous prenez un imam, un pasteur, un prêtre, un pasteur, ce sont des ministres du culte. Moi, je suis un ministre de la République. Donc, en principe, nous sommes au service et du culte et de la République. Chacun sert la République, bien qu'il soit ministre du culte. Et moi également, je sers la République, alors, mais également je sers le culte, voilà, en tant que ministre du culte. Et puis croyant, bien entendu. Alors, on va avancer, on me signale que notre temps est en train de courir. On va s'intéresser maintenant au comité du dialogue locaux.
des comités qui ont été mis en place dans des villages pour discuter notamment avec les fils donc, du pays, les Burkinabés, qui se sont enrôlés dans des groupes armés. C'est ce qu'a laissé entendre justement le ministre en charge de la réconciliation, Yero Boli. Les religieux et coutumiers sont aussi impliqués justement dans ces comités de dialogue. Quelle sera leur contribution concrètement? Alors, pour ce qui est des religieux et des coutumiers, bon, mais il faut noter d'abord que, en fait, le ministre d'État Yero Boli, il est sur un plan stratégique. Hein? Bon, par exemple, si vous prenez le ministère des Affaires religieuses et coutumières, c'est surtout sur le plan opérationnel. Alors, et comment est-ce que c'est religieux? Donc, nous travaillons en réalité en symbiose. Et comment est-ce que les coutumiers et les religieux peuvent intervenir? Ce sont des responsables communautaires. Alors, et en général, au village, le chef religieux, le chef coutumier, c'est ce qui se passe, en principe. Alors, donc, ça veut dire, parce qu'il a des leviers, pourquoi on dit que les chefs, qu'ils soient religieux ou coutumiers, ont des yeux et des oreilles partout? C'est parce que tout le monde converge, ou en tout cas la majorité des personnes convergent vers eux, et chacun vient donner effectivement les informations. Si tel est le cas, déjà, le chef traditionnel ou le chef religieux est un élément connecteur au sein de la société. Deuxième chose, eh bien, si c'est comme ça, ceux qui sont au village, ou ceux qui ont pris les armes contre le village, et qui appartiennent au village, s'ils ne sont pas connus par le chef religieux ou bien par le chef traditionnel, leurs parents sont connus. Alors, et donc, s'ils sont connus, ça veut dire qu'ils peuvent jouer des rôles d'interface. Alors, interface, donc les parents peuvent jouer le rôle d'interface entre les enfants qui sont allés, qui mènent la lutte armée, et puis les responsables communautaires. Et les responsables communautaires également peuvent jouer le rôle d'interface entre ses parents, entre les autres, et puis les structures étatiques. Donc, mais seulement, il faut préciser qu'il sera tenu compte des spécificités locales. Voilà, de chaque village, de chaque canton, si on peut le dire ainsi, parce que les cantons n'existent plus, alors de chaque zone, etc., pour ne pas aller chercher des solutions ailleurs et venir dupliquer. Maintenant, je voulais donner une précision. Il y a les prises de contact dans les étapes. Il y a les prises de contact. Alors, il y a le dialogue dont on parle. Et ça, c'est le fait de se parler tout simplement. Il y a les concertations, ça c'est sur des sujets précis. Et il y a également, après les concertations, on peut parler de négociations. Les négociations, maintenant, chacun vient avec ses prétentions. Moi, je veux si, vous voulez ça, comment est-ce qu'on fait? Alors, et puis, ensuite, l'étape suivante, c'est le compromis qu'on peut réaliser pour que tout le monde gagne un peu et perd un peu, ou bien tout le monde gagne beaucoup et perd beaucoup. Alors, et quand on parle de dialogue, on sait que le ministre en charge de la réconciliation, Yero Boli, l'a précisé encore qu'il ne s'agira pas de négocier avec des chefs terroristes où on va retrouver l'État burkinabé en train de négocier avec des chefs terroristes et puis qui vont certainement donner peut-être de l'argent en échange de la paix au Burkina Faso. Cette précision aussi a été apportée. Oui, absolument. Parce qu'en fait, je ne pense pas que notre problème pour ceux qui ont pris les armes, bon, l'argent, ça peut être un prétexte, mais dans le fond, c'est un mal-être psychologique et social. C'est des questions d'ordre culturel. C'est la manière dont les gens estiment qu'ils sont traités. Ils n'ont pas forcément raison. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aspects où ils ont raison, mais ils n'ont pas forcément raison. Et tout le monde n'a pas forcément raison. Alors donc, si c'est leur perception comme ça, c'est vrai, si vous donnez de l'argent, plus, de toute façon, la nature humaine est faite de telle sorte que plus nous en avons, plus nous en voulons. Alors donc, c'est un cercle vicieux. Or, il faut éviter le cercle vicieux, il faut transformer ce cercle vicieux un cercle vertueux. Donc, si vous arrivez à faire cela, eh bien, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire simplement, et ensuite, si la base n'est pas, si les raisons, les facteurs essentiels ne sont pas d'origine économique, c'est pas dans les aspects économiques qu'il faut aller chercher. Par contre, si vous prenez des gens, il y a des gens qui sont là-bas parce qu'ils sont pauvres. Ça peut arriver.
Alors, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité, ils sentent pour ils sont allés. Il y a des gens qui sont allés là-bas parce que, bon, on a tué leurs proches, ils veulent se venger. Alors, il y a des bandits de grands chemins qui sont dedans. Il y a carrément des extrémistes violents qui sont dedans également. Donc, si vous prenez ces catégories-là, à chaque catégorie et de personnes, il faut appliquer une thérapie particulière. Et quand on dialogue, quand on se parle, ben, on apprend beaucoup. Parce que vous repartez avec 2 idées au moins. Et moi, je repars avec 2 idées. Et personne, en réalité, ne gagne. Or, quand c'est de l'argent, il y a un qui perd, il y a un qui gagne. Et au finish, ça ne résout pas nécessairement le problème. Merci, on me signale que notre temps est terminé. Et la toute dernière question, Monsieur le ministre, est-ce qu'en Conseil de ministres, vous avez parlé à nouveau donc du chronogramme de la transition? Parce qu'on sait que la CEDEAO demande un chronogramme clair. C'est vrai qu'on parle d'une transition de 3 ans déjà. D'aucuns trouvent qu'elle est longue. Mais est-ce que vous avez parlé de calendrier clair d'élection? Non, pour l'instant, on ne l'a pas en fait évoqué, mais pas en tout cas formellement. Bon, mais il y a naturellement, en off, il y a des choses, en hors conseil, il y a des choses qui se disent, il y a des choses que l'on peut dire, que l'on peut entendre. Donc, si tel est le cas, je ne peux pas en réalité parler de ça ici. Par contre, si vous regardez, les gens parlent d'un chronogramme ou d'un agenda acceptable. Bon, si on fait une analyse de contenu, n'est-ce pas, de l'épithète acceptable, mais on se rend compte que on a l'impression que on accepte ce qui est acceptable, on ne conçoit ce qui est acceptable, en tout cas pour un certain nombre d'acteurs locaux ou sous-régionaux, que quand ça épouse à la perfection leur perception. Or, quand c'est comme ça là, évidemment, c'est une perspective qui est, en fait, ce qui met mal à l'aise l'interlocuteur. Donc, peut-être qu'il faut qu'on sache l'acceptabilité, par exemple, de l'agenda, quel en est le contenu, ou peut-être c'est moi qui ne comprends pas, mais je dis qu'il faut arriver à cela. Ça, c'est le deuxième problème, le premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que nous ayons une armature démocratique de notre système. Mais quand on regarde ce qui se passe, est-ce que vous pensez que sur les 21 millions de Burkinabés, on peut même trouver conséquemment 2 500 000 ou 3 500 000 qui vont pouvoir aller voter? Donc, si vous n'enlevez pas l'épine qui est dans votre fesse, c'est difficile d'ôter l'épine qui est dans votre pied. Donc, ce n'est pas un bras de fer. On demande seulement à la communauté de nous comprendre, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur, en fait, qu'on est là. Et si, aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'au niveau du chef de l'État et du Premier ministre, si aujourd'hui, il y a ce à quoi nous sommes, le terrorisme, l'extrémisme violent, on arrivait à trouver une solution, en fait, nous, on n'aurait même plus de place. On n'aura plus rien à faire au gouvernement. Et les gens faisaient des choses sans être au gouvernement. Nous ne sommes pas des politiques professionnels. Donc, on va retourner à nos anciennes amours, purement et simplement. Merci mais à vous. qu'ils nous aident. Voilà, à résoudre nos problèmes. Merci d'être passé. Je rappelle, le temps est tellement court, 30 minutes pour évoquer des questions d'actualité et surtout parler des priorités du ministère en charge des affaires religieuses et coutumières. Rappelons que nous recevions sur ce plateau M. Issaka Sourouerma, il est justement le ministre en charge des affaires religieuses et coutumières. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Merci à vous d'être passé. Merci. Et maintenant, pour accompagner notre invité du jour, nous marquons une petite pause, le temps de retrouver d'autres. Nous poursuivons avec l'émission du jour et cette fois-ci, nous recevons des annonceurs sur ce plateau. Nous sommes avec M. Siaka Koulibaly, dit Lombardie. Donc, il est le promoteur du festival de musique Allons à Bobo, en abrégé FEMABO. C'est bien ça. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et c'est quoi le festival FEMABO? Bon, comme le sigle l'indique, c'est le festival de musique Allons à Bobo. Pourquoi Allons à Bobo? Parce qu'au début, c'était pour dire Convergence Bobo. Ça veut dire que tous les artistes et tous les festivaliers qui sont, en tout cas au Burkina Faso, doivent tous converger vers Bobo Dioulasso. D'accord. Et c'est un festival de musique, vous avez dit? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée du programme de ce festival? Oui, il faut dire que d'abord, avant de donner le programme, il faut dire que c'est un festival qui vise en tout cas à promouvoir et à diffuser la musique burkinabé.
Donc c'est un festival de promotion et de diffusion de la musique burkinabé. D'accord. Mais la particularité, c'est que nous devons en tout cas retenir sur notre plateau, le plateau artistique là, les meilleures performances artistiques de l'année. Voilà, mais à travers les régions. Ça veut dire que dans chaque région, on aura en tout cas un représentant parce qu'on s'est rendu compte que, à part Ouagadougou, qui est vraiment la métropole et Bobo-Dioulasso, très souvent les artistes d'autres régions n'arrivent pas vraiment à émerger. Pourtant, ils peuvent être effectivement de véritables stars dans leur région. Donc, c'est-à-dire, c'est de les programmer sur le festival, mais en même temps, tenir compte aussi de la parenté à plaisanterie en programmant les artistes, en leur accordant en tout cas une scène à travers une journée de communauté que nous allons organiser tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on aura à consacrer une journée, en tout cas, aux communautés qui ont des liens de parenté à plaisanterie. Par exemple, le premier jour, vous allez avoir la communauté Bobo, Dafi et Peul. Le troisième jour, par exemple, vous aurez en tout cas la communauté Gouroussi et Bissa, et Yassé, Gourmanché, mais également aussi les cascades et nos parents à plaisanterie, voilà, ceux du sud-ouest. Ça veut dire que ce n'est pas un festival que pour les artistes de Bobo, c'est un festival pour toutes les régions, donc tous les artistes du Burkina Faso, de différentes régions. Voilà. Maintenant, on va parler du programme. Vous avez parlé tantôt des journées de communauté. En plus de ça, qu'est-ce qu'on aura au programme? D'accord, on aura effectivement des plateaux artistiques. Ça veut dire qu'il y a une grande scène qui sera vraiment offerte en tout cas aux artistes pour leurs prestations, mais également aussi une foire, une rue marchande à travers un espace maquis, mais également aussi des stands d'exposition pour nos partenaires, mais également aussi pour des structures ou des commerçants qui veulent vraiment faire la promotion de leurs produits. Nous avons également prévu aussi une caravane des partenaires le premier jour, le jour de l'ouverture, le 4, voilà, qui va sillonner en tout cas la ville de Bobo-Dioulasso avec tous nos partenaires qui seront sur l'événement pour non seulement faire leur communication, mais également aussi faire aussi la communication aussi autour de ce projet novateur. Donc on a aussi un espace enfant. Voilà, un espace enfant, parce qu'on ne veut pas aussi que les enfants soient vraiment en marge de cet événement. Un espace enfant avec des jeux tels que les toboggans, les balançoires, mais également ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on aura aussi les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est quand même intéressant que effectivement les enfants puissent effectivement découvrir, sinon redécouvrir ces jeux d'enfants-là à travers l'Internet, à travers aussi les jeux vidéo que nous connaissons déjà. Et quels sont les artistes invités? En tout cas, si on peut avoir quelques noms. Voilà, comme artistes invités, comme on l'a dit, c'est pratiquement une vingtaine d'artistes que nous avons programmés. À Bobo-Dioulasso, bon, comme c'est la ville haute, nous avons 6 artistes, dont ceux vraiment qui ont vraiment eu à faire de grands concerts, qui ont mobilisé du monde autour de leurs concerts. Par exemple, nous avons l'artiste Faiti, voilà, qui est un jeune rappeur bobolais qui a fait le plein du stade Ouibi. On a également le jeune Bobo, le roi Abdallah Dossama. On a également aussi voilà, une jeune poule qu'on appelle Black Kalash, qui est le Bobo-Dioulasso. Mais à Ouagadougou, on a Miss Ouidra, qui va représenter la région du Nord. On a également aussi Amsa Bari, qui, même si elle réside à Ouagadougou, qui est la représentante de la région du Sahel. On a aussi Maria Bissongo, bon, et puis plein d'autres artistes. On a Djeli Karim aussi. Voilà, Djeli Karim aussi, exactement. Je l'ai reconnu à travers l'affiche. Alors, on va maintenant finir... Qui a été effectivement Koundé du meilleur featuring, voilà. Donc, on a tenu compte de ça également aussi pour la programmation. Maintenant, on va rappeler le lieu et les dates de ce festival pour finir et également un contact. D'accord, les dates, c'est du 4 au 8 mai au niveau de Bobo-Dioulasso au secteur 29, Belleville. C'est juste à proximité du marché de Belleville. Et non loin aussi d'un partenaire, un complexe hôtelier dont nous n'allons pas citer le nom pour ne pas faire la publicité. Voilà, donc ça se passe de 10h à minuit, voilà, tous les jours. Le contact, on a le 76 59 42 06. On a également le 78 88 87 02 et les 70 13 25 03. Peut-être aussi, avant peut-être de conclure, c'est effectivement remercier notre partenaire média, Savane Média, voilà, qui n'a pas en tout cas hésité dès les premières heures en tout cas à nous accompagner à travers la diffusion de nos spots, mais également aussi à travers aussi les émissions. Et sans compter aussi que nous espérons, comme on l'a demandé dans notre partenariat, c'est un travail déjà que vous faites
c'est-à-dire que la promotion des artistes qui sont programmés sur le festival, qu'on puisse effectivement diffuser leurs œuvres à travers la télé, mais également à travers aussi la radio. Merci En même temps, beaucoup. profiter aussi pour remercier tous nos collaborateurs du comité d'organisation, notamment une dame au grand cœur, voilà, qui nous soutient, voilà, qui est même là avec nous, même si elle est au dehors. D'accord. Il s'agit de Madame Nyamba Merci à vous. Kaboré Marina. Merci. Notre temps est terminé. On vous souhaite en tout cas bon festival. Hein, Merci beaucoup. Le festival Allons à Bobo, Allons le à festival Bobo. de musique. Donc, n'est-ce pas aussi vous voir Oui, voilà, nous serons là. naturellement. Nous serons là. Voilà. On va juste marquer une petite pause, Merci le temps de beaucoup. retrouver le moniteur Ezekiel Ouedraogo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Les délégués du peuple, comme le dirait notre verbeux ex-ministre de la Culture Sango, sont enfin assis. Ils ont même eu droit à leur premier contact en recevant le gouvernement de Doc Alberto de la Restauration qui est venu leur exposer la feuille de route de son équipe. Si la désignation de ces représentants du peuple à l'Assemblée législative de transition a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il n'en demeure pas moins que leur rang et qualité laissent plus d'un perplexe. De vieilles coquilles de la politique burkinabé qui, pour certaines, peinaient à émerger, aux commerçants en passant par les élèves ayant durement et longuement usé leur fond de culotte sur les bancs, tout y passe. Si le président d'Amiba, dans le souci de donner une large représentativité au peuple, a opté pour une assemblée resserrée en se réservant bien entendu la désignation d'un certain nombre, le choix porté sur ce vieil élève étonne et fait sourire plus d'un. Il n'aurait pas fallu longtemps après le dévoilement de la liste de nos députés de transition pour que les réseaux sociaux se lâchent sur cet honorable élève député. En effet, de par son âge, pendant que ceux qui seraient nés la même année que lui sont pour les plus studieux et les plus chanceux inscrits dans nos universités et autres grandes écoles, on remarquera que monsieur affiche encore élève. D'où est-ce que Damiba est allé sortir ce tonton élève, se pose-t-on la question. Si ces interventions devraient être à l'image de son parcours scolaire, nos futures lois transitionnelles auront de belles gueules. Bref, hormis cette note scolaire, on se demande comment et pourquoi le dernier premier sinistre du Beaublais s'est retrouvé dans cette soupe. Comme s'il n'y avait pas assez de jeunes politiciens dans son parti à même de bien le représenter, Papi saute les deux pieds joints dans la marmite. Mais ne lui jetons pas l'anathème. Lui qui a certainement des militants mais pas assez valeureux à ses yeux peut encore se le permettre par rapport à cet autre qui fait sa politique autrement et presque tout seul dans son coin. En attendant, et comme je le disais lors d'une précédente émission, ce ne sont pas les OSC aux yeux rebondissants au moindre bruit de cuillère qui sont en marge, eux qui ont une belle représentativité dans cette nouvelle auguste assemblée. Si tant est que la première apparition de nos représentants s'apparentait beaucoup plus à des questions du gouvernement à la représentation nationale, on remarquera qu'il y a eu de bons et fructueux débats, notamment sur comment doit-on appeler cet échantillon de Burkinabé devant légiférer pendant la transition. Mais honorablement, ces députés sans mandat électif gagneraient à se concentrer sur les questions essentielles de la nation plutôt que de nous servir un divertissement dont nous nous passerions volontiers. Le professeur Toini a du pain sur la planche. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Et du reste, comme le disait ce vieux loup de la politique burkinabé, Luc Adolphe Tchao, il ne faut pas remuer la plaie dans le couteau. Allez, à bientôt pour une autre. Nous poursuivons avec l'émission du jour. Cette fois-ci, le moniteur Ezekiel Ouedraogo est bien installé aujourd'hui. On parle des cycles et leurs conditions de circulation au Burkina. Virgule, et on revient. Rappelons que le moniteur Ezekiel Ouedraogo est de Victoire Auto-École. Bonjour moniteur. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous parlons donc des cycles et leurs conditions de circulation au Burkina. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on appelle cycle? Très bien. Bonjour aussi à tous les usagers de la route. Vous savez que pour la question de sécurité routière, nous sommes tous concernés. Alors les cycles, un cycle donc selon la définition du code de la route, c'est un véhicule ayant au moins 2 roues. Voilà, propulsé et donc uniquement par l'énergie physique des personnes qui sont dessus. Tout de suite,
on parle Donnez de un vélo. exemple. Voilà, un exemple vélo, Un bicyclette. Voilà, mais on va faire D'accord. une extension de cette définition-là pour prendre en compte les engins motorisés qui seront définis par classe dans la suite de l'exposé. Ah oui. Tels que les motos également qui font partie des cycles. Voilà. Et au Burkina Faso, la réglementation locale a défini clairement les conditions de circulation selon la catégorie donc, de l'engin, ce que nous allons voir dans la suite. Et on sait aussi, moniteur, quand notamment on fait le permis, on entend parler de pistes ou bandes cyclables. Oui, Qu'est-ce absolument. Piste ou bande cyclable, c'est rien d'autre que la partie de la chaussée qui est réservée, aménagée pour les engins de roues. C'est ce que nous appelons, et le code de la route qualifie de bande ou piste cyclable. Comme l'image numéro 1, si on peut la voir tout de suite. Voilà. Voilà un exemple. Un exemple, vous voyez, c'est bien matérialisé ici. Voilà, malheureusement, dans notre environnement, ce n'est pas évident que ce soit bien matérialisé comme ça. Donc, la voie réservée aux engins de roues est appelée piste ou bande cyclable. Voilà. Maintenant, on va parler des différents types de cycles, parce que vous avez donné l'exemple du vélo et vous avez dit aussi qu'il y a d'autres catégories, d'autres types de cycles. Absolument. Ici, il y a donc d'autres cycles que nous allons citer. Il y a ce qu'on appelle, on parle de cyclomoteur. Cyclomoteur. Oui, le cyclomoteur. Quel engin est qualifié dans la catégorie des cyclomoteurs? Les P50. Un cyclomoteur, selon la définition et donc la réglementation locale, est un engin motorisé de roues. Voilà. Ça fait longtemps oui, que je l'ai vu. Oui, bien sûr, les P50. Voilà, P50, vous voyez, c'est un cyclomoteur. Ah oui. Voilà, donc. Et son moteur a une cylindrée inférieure à 50 cm3, pas plus. Voilà, donc, il est classé dans le rang des cyclomoteurs. Vous voyez, c'est également des cycles. Très bien. Le vélo. Très bien. La deuxième, voilà, la troisième image. La troisième image, si on peut la voir. Voilà. Et voici, ici, cette moto est qualifiée dans le rang des vélomoteurs. Vous voyez, vélomoteur. Un vélomoteur est un engin motorisé dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125 cm3. Selon les textes, donc la réglementation locale, et notamment donc, le décret 2003-418 là, du 12 août 2003, c'est bien défini là-bas. La cylindrée d'un vélomoteur est comprise entre 50 et 125 cm3. Nous avons les Cirrus, nous avons les Vegas. Moniteur, on va éviter de citer les marques. Non, mais ça ne fait rien. On a compris. Ok, très bien. La quatrième image. Ok. Voilà ce qu'on appelle motocyclette. Voilà, les motocyclettes, c'est une catégorie donc de cycles motorisés dont la cylindrée est supérieure à ou égale à 125 cm3. Vous voyez, un engin dont la grosseur du moteur atteint 125 ou plus est classé dans le rang donc, des motocyclettes. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, on appelle, ça fait partie du grand lot des cycles. Des cycles. Vous parlez de cylindrée, c'est quoi ça? Oui, la cylindrée, c'est tout simplement des calculs qui ont été déjà faits depuis l'usine et qui désignent tout de suite la grosseur du moteur. Vous voyez, c'est le volume du cylindre. Ça prend en compte la puissance, ça peut définir la puissance de l'engin, ça peut également définir la consommation. Vous voyez, c'est des termes techniques généralement que nous pouvons lire sur la moto. Prenons par exemple quand on parle des scooters 150, on parle de Sanili 125, c'est rien que la cylindrée. Ici, ce que je veux donner comme détail important, c'est l'essentiel du message que je vais laisser aux usagers. Selon le décret 2003-418, voilà, et donc la réglementation locale au Burkina Faso, si la police nous écoute, c'est comme ça. Pour les cyclomoteurs, c'est-à-dire les engins motorisés où la cylindrée est inférieure à 50 cm3, tels que les P50, ils ont l'obligation au niveau de l'article 13. Il est fait obligation à ces cyclomoteurs-là de circuler sur la bande cyclable si elle existe sur une route au Burkina Faso ici. C'est une obligation pour les cyclomoteurs, les P50, les Ninja, etc. Ensuite, pour les vélomoteurs, c'est-à-dire les motos dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125 cm3, voilà, je venais tout de suite de les citer. Ces engins-là ont l'obligation, au niveau de l'article 15, on le voit, ils ont l'obligation de circuler sur la bande ou piste cyclable si elle existe sur une route au Burkina Faso ici. C'est la réglementation locale, référence, décret 2003-418. Voilà. Donc, ça doit être clair.
Alors maintenant, pour les motocyclettes, c'est à ce niveau que c'est un peu ambigu. Et je l'ai lu, j'ai tout lu, donc tout ce décret-là, jusqu'au dernier article. Mais pour ce qui concerne les motocyclettes, c'est lesquels? Les engins motorisés où la cylindrée dépasse 125 cm3. Si par exemple on parle de Sanili, c'est quelquefois il faut citer des choses comme ça, comme des scooters 150 pour que les gens comprennent. Et pour ces engins-là, généralement c'est sur la grande voie. C'est ça, parce que quand je dis grande voie, tout le monde comprend. La voie des véhicules. La voie des véhicules. Mais au niveau donc de la réglementation locale, au niveau de l'article 15, on ne fait pas cas clairement de l'obligation de ces engins, de ces motocyclettes-là, de rester strictement que sur donc, la route pour les voitures. Alors, tout de suite, les usagers, ils me font confiance, mais je veux surtout demander si la police peut nous faire plus de la lumière. Est-ce que une motocyclette, prenons par exemple comme des Sanili, est-ce qu'ils ont aussi cette autorisation d'emprunter de façon momentanée la piste aux bandes cyclables parce que la route a un bouchon, la route des voitures a un bouchon? Est-ce que la réglementation donc, du décret 418-2003 autorise? Parce que ce n'est pas clair à ce niveau. Merci, moniteur. On est vraiment désolé. On aura encore d'autres occasions. Le temps est terminé. Pas assez de temps. Oui, désolé, moniteur, pour vraiment aujourd'hui. Merci en tout cas. On a compris ce que c'est que donc, les cycles et leurs conditions aussi de conduite ou de circulation au Burkina Faso. Nous allons retrouver tout à l'heure Honoré. Il est juste à côté. Donc, pour les rendez-vous du week-end, on va juste marquer la virgule rendez-vous du week-end. Et puis voilà, Honoré s'installe. Man, you know, ya so masida. I'm a lamp man, one. When dear, my man, qua. Yet never I sing day. Et le Zendé, pour ne pas dire le jeune Honoré Onadia, est bien installé sur notre plateau pour les rendez-vous du week-end. Et Honoré, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue. Merci. Avant de te donner les quelques minutes pour les rendez-vous du week-end, on dit pardon à Freddy. Frédéric, qui est au niveau donc de la diffusion, demande quelques minutes. Honoré, pour les rendez-vous du week-end d'aujourd'hui, nous partons à l'Institut français pour commencer. Tout à fait, on va vous déballer le programme de l'Institut français. Déjà aujourd'hui, à partir de 19h, vous aurez un café-concert. Un café-concert avec des artistes, pas des moindres, 3 guitaristes qui ont décidé de nous accompagner ce soir. 3 guitaristes qui ont décidé de venir s'aimer la bonne humeur dans tous les cœurs de toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Il s'agit là de Achille Ouattara, de Hassan Dambélé et surtout de Bébé Bissongo. C'est ces personnes-là qui vont vous tenir en haleine à partir de 19h du côté comme ça de l'Institut français, précisément au jardin pour un café-concert. Et pour ce qui est de demain, déjà à partir de 15h, on va vous demander, pour ceux-là qui sont fans de la littérature, de venir découvrir encore, ou je pourrais dire redécouvrir ce livre-là qui nous est offert par celui-là qui n'est autre que Hamidou Zonga. Ce livre-là qui est intitulé Foubé ou la croisade des femmes. Oui. C'est ce livre-là que l'on va vous présenter demain à partir de 15h. Et pour l'étape de 20h, on va vous demander de venir suivre un documentaire qui est réalisé par Kissouen Sida Parfait Kaboré, qui n'est autre que ce documentaire-là intitulé Après ta révolte, ton vote. Et c'est ce documentaire-là que l'on va vous proposer à partir de 20h. Et ce pour un prix d'entrée de 1000 francs et 1500 francs pour ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Et je précise que demain, à partir de 20h, le réalisateur sera avec nous pour s'entretenir après ce documentaire-là avec ces milliers de personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Ils vont se
l'entretenir avec vous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le programme de l'Institut français. Maintenant au ciné Burkina, quel film est projeté? Au ciné burkinabé, c'est ce film-là réalisé par Taïrou Tasséré Ouedraogo que l'on va vous présenter. Ce film-là qui a commencé son bonhomme de chemin, qui continue son bonhomme de chemin du côté du ciné burkina à partir de séances de 18h30, 20h30 et 22h30, qui n'est autre que ce film-là intitulé Première République. C'est ce film-là que l'on vous propose, et ce pour un prix d'entrée de 1500 et 2000 francs. D'accord. Et pour clore, bien sûr, nous passons aux autres rendez-vous, donc les rendez-vous de la maison. D'accord. Les rendez-vous de la maison, déjà aujourd'hui à partir de 11h, vous avez votre émission que vous aimez tant, qui n'est autre que cadeau du jour. On va vous donner un numéro, c'est le 02 21 02 02 que vous devez retenir. On va s'entretenir avec un partenaire et à l'issue duquel on va vous donner un indice et vous permettre d'appeler pour deviner notre cadeau. Et effectivement, si éventuellement s'il y a des personnes qui devinent la bonne réponse, on va vous donner ce cadeau-là qu'on offre aujourd'hui en ce jour béni qui n'est autre que le vendredi. Et demain, sur l'ensemble du média à partir de 8h, nous allons vous rediffuser encore cette émission qu'on a eu du plaisir à vous présenter la semaine dernière avec le président du PPS qui n'est autre que Abdoulaye Mossé, accompagné comme ça de El Maestro, je l'appelle El Maestro Alphonse Ouedraogo à partir de 8h sur l'ensemble des médias. Donc c'est cette émission qu'on va vous proposer qui n'est autre que 100 minutes pour comprendre. Voilà. Merci bien Honoré. Merci beaucoup à Freddy qui est au niveau de la diffusion et merci à l'équipe technique de cette semaine pilotée par Mariette et puis bien sûr bravo Adama et merci à Tata Laura, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc qui est la chargée de production de cette émission. Merci à l'équipe qui était au niveau donc du musée de l'eau de Moutili et merci surtout à l'équipe du musée de l'eau pour l'accueil. Rendez-vous lundi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso avec bien sûr un autre site à découvrir, de nouveaux invités, de nouvelles chroniques, mais surtout dans la bonne humeur et le respect et puis bien sûr avec toujours plaisir donc que nous vous présentons cette émission. Rendez-vous lundi. Bon week-end et cuss.